La quotidienne vous est présentée par Microsoft. Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, alors que se poursuit le procès de l'assassinat de Samuel Paty, on s'apprête dans quelques semaines à commémorer les 10 ans de l'attentat de Charlie Hebdo. Au cœur de ces actes terroristes, le refus radicalisé de la laïcité à la française. Mais est-elle vraiment comprise par tous? Nathalie Wolf en doute, elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche, comme tous les vendredis, c'est le zap de la semaine en ce mois de décembre. Retour en images sur les meilleurs moments de l'émission. Et puis rendez-vous, comme tous les vendredis, avec Célie Luton sur les rayons de sa librairie. De quoi préparer la réouverture de Notre-Dame avec un roman, un documentaire et une bande dessinée pour les enfants et les ados. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Nathalie Wolf, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en droit public à l'Université de Versailles Paris-Saclay et vous publiez dans la collection Halte un texte aussi bref que limpide à destination plutôt des jeunes. Il est intitulé « La laïcité est-elle contre les religions ?» C'est une œuvre de salubrité publique, je dois dire, parce qu'une récente étude de la Fondation Jean Jaurès indique que la laïcité, pour 89% des 18-30 ans, est un terme qu'ils ont l'impression de bien comprendre et de bien connaître, mais la même étude poursuit en indiquant qu'il y a une décorrélation dans l'opinion entre le principe de la laïcité et la visibilité de l'appartenance religieuse. Pour le dire autrement, une forte minorité d'entre eux trouve la laïcité trop intolérante. Alors Nathalie Wolf, partons de là, ces 89% de 18-30 ans qui pensent bien connaître, bien comprendre la laïcité, vous observez plutôt qu'elle est mal comprise, c'est ce que vous indiquez en intro du livre. Oui, c'est vrai qu'il y a tous ces chiffres qui circulent. On a l'impression, certains jeunes ont l'impression de bien la comprendre. Et puis quand on creuse un peu, c'est ce que je peux faire lors de mes cours à l'université, puisque j'enseigne les libertés fondamentales, eh bien on se rend compte qu'elle est souvent mal connue. Et puis cette laïcité qui était vue pendant longtemps comme une protection, en tout cas de la part des anciennes générations, la mienne, celle de mes parents, des grands-parents, enfin tous ceux qui ont vécu dans les années 80 et avant, pour qui elle était consensuelle, c'était un peu comme l'air qu'on respire, la laïcité, eh bien on se rend compte que chez ces jeunes, justement, on y adhère parfois, on la considère aussi parfois même comme un gros mot, ce qui était un beau mot pour nous est souvent vu pour eux comme un gros mot, ou en tout cas, si on se dit pour la laïcité, on ne veut pas quand même... On veut l'aménager un petit peu. Voilà, on veut l'aménager, ou on ne veut pas que, par exemple, le blasphème existe, c'est-à-dire critiquer la religion, on va parler du blasphème et de la définition du blasphème, c'est très important, vous faites un point là-dessus. Ils la vivent, je cite encore la Fondation Jean Jaurès, ensuite évidemment on en vient à vos textes, comme une entrave, une sanction, voire une agression. C'est ce que vous ressentez aussi dans vos échanges avec les étudiants. Oui, absolument, ça devient un sujet qui est conflictuel. Un sujet de discorde, c'était un sujet de concorde, c'était un sujet de consensus pendant presque 80 ans, et c'est devenu un sujet de dispute, de controverse, et on la comprend mal. Alors, pour nous l'expliquer, la laïcité, vous dites que le recours au droit peut nous aider. Vous êtes professeur de droit public, ça n'est jusque-là pas très surprenant. Mais on voit bien comment, parce que vous déroulez tout ça dans le texte. Vous commencez quand même par définir les termes et les racines étymologiques de ce mot laïcité. Elles sont extrêmement intéressantes. Elles sont doubles d'ailleurs. C'est intéressant toujours l'étymologie. Ouais. Enfin, moi j'adore ça. Quand on regarde l'étymologie, bon, bien sûr il y a l'étymologie latine, laicus, c'est-à-dire... laicus, pardon, c'est ce qui distingue les prêtres et les prêtresses de ceux qui n'appartiennent pas... Du commun des mortels. Exactement, du commun des mortels. Donc ça, c'est le sens latin et qui nous renvoie à ce qui sépare le religieux du politique. Et donc, c'est la séparation du politique et du religieux que nous avons aujourd'hui. Et puis, il y a une autre origine étymologique qui est grecque, laos, laikos, qui renvoie au peuple. Et effectivement, si on cherche à définir aujourd'hui cette laïcité, elle est cette valeur qui fait que, il n'y a pas de religion qui prévaut l'une sur les autres et qui fait que le peuple, il y a une unité au sein du peuple. Toutes les religions sont mises à égalité. La laïcité, dites-vous, et ça je veux qu'on le rappelle, mais juste d'un petit mot, parce que j'ai précisé laïcité à la française en présentant le sujet, c'est pas une invention française en fait. Alors, c'est un principe qui s'applique en France de manière assez exigeante, on peut même dire assez stricte, mais elle ne s'applique pas qu'en France, elle a été appliquée bien avant nous, notamment au Mexique, notamment en Uruguay. On l'a également appliquée jusqu'à l'arrivée de Erdogan en Turquie. C'était Atatürk qui avait créé un régime laïque en Turquie. Absolument, donc nous n'avons pas le monopole de la laïcité, même si nous l'appliquons
bien de manière assez particulière dans le monde, il faut bien le dire, oui. On ne va pas se noyer de date, parce que de toute façon, pour celles et ceux qui ne les connaissent pas, on va les oublier. On va en prendre deux qui sont très importants, 1789, 1905. 1789, c'est la Déclaration de l'homme et du citoyen. C'est quand même le socle intellectuel et juridique et politique sur lequel on repose encore aujourd'hui. Ah oui, c'est vraiment une date clé, 1789. C'est la Déclaration des droits de l'homme. Il y a ce magnifique article, l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme, qui nous indique qu'on ne doit pas être inquiété pour nos opinions, même religieuses. Alors même, ça peut être notamment ou alors surtout religieuses, parce que qu'est-ce qui se passe avant 1789 ? Avant 1789, alors bon, c'est une histoire assez complexe, c'est difficile de la résumer comme ça en quelques mots, mais on a une forme de concurrence et aussi de complémentarité, mais surtout concurrence entre le pouvoir royal et le pouvoir de l'Église. Et pendant longtemps, on a ce principe qui s'applique, c'est tel prince, telle religion. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la religion et ça du nous a, roi... pardon, quand même au passage, donné les guerres de religion, des massacres absolument abominables de part et d'autre d'ailleurs, parce que ça n'a pas été non plus... Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est tel prince, telle religion, donc on a une religion qui s'applique, et donc les protestants n'ont pas les mêmes droits que les catholiques, les juifs non plus. Pas beaucoup parce qu'ils n'en ont pas beaucoup, et en plus ils se font persécuter régulièrement. Ouais. Et puis il y a aussi les catholiques qui remettent en cause les dogmes de l'Église. Et ceux-là aussi font l'objet de terribles injustices. Donc tout ce qui précède, tout ce qui est l'Ancien Régime, tout ce qui précède la Révolution française, c'est de l'intolérance. C'est pas très joyeux. C'est pour ça qu'on a cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui pose la liberté la liberté de croire, la liberté de culte, et qui est donc une loi de protection finalement des religions. Et puis on a 1905, c'est la deuxième date à bien connaître, séparation, et ça vous insistez, des églises et de l'État. Et non pas, comme on le dit souvent, moi comme les autres d'ailleurs, de l'Église et de l'État. Oui, c'est vrai, je l'ai même lu dans des livres très récents sérieux, et qui ont été en lice, je les citerai pas. Oui, 1789, c'est la première date clé, mais les révolutionnaires, ils vont pas finir leur travail. Il va falloir attendre un siècle pour que ce travail révolutionnaire aboutisse, et on va consacrer non plus seulement cette liberté de conscience religieuse, mais la liberté de culte. Donc ça, c'est encore un pas supplémentaire qui est franchi, et en même temps que l'on consacre la liberté de culte, donc vraiment toutes les religions sont mises à égalité, on va séparer le politique du religieux. Donc ça veut dire que l'État n'intervient pas dans la sphère religieuse, de même que la sphère religieuse n'intervient pas dans le politique. C'est la fameuse séparation dont on parle beaucoup. Mais le mot laïcité, attention, il n'est pas dans la loi de 1905. Non, il date d'avant. Il date de la loi de 1892 sur l'école, mais on ne le trouve pas en 1905. Les lois Ferry d'ailleurs, parce qu'il n'y en a pas eu qu'une seule. Ce qui est important quand même sur 1905, parce que ça on l'oublie souvent, c'est que ça déclenche un conflit assez important entre l'État et les autorités catholiques. Ça s'est très très mal passé. Très violent, c'est pratiquement une on l'a oublié. C'est extrêmement violent. Les gens se battent devant les églises, tout ça n'est absolument pas évident. Il y a deux grands modèles de laïcité au niveau mondial. Il y a un modèle anglo-saxon qu'on dit pluraliste, et il y a le modèle français qu'on dit universaliste. En 30 secondes, la distinction. En effet, il y a deux modèles. Le modèle pluraliste. Alors, d'abord, quand même, il faut dire qu'il n'y a pas de démocratie sans séparation de l'Église et de l'État. Les États dans lesquels tout se mélange, la plupart du temps, aboutissent à des dictatures ou des régimes autoritaires. Citons par exemple l'Iran, Afghanistan, pour ne citer que ces deux exemples. Donc déjà, toutes les démocraties ont procédé à une séparation, forme de séparation. Plus ou moins souple. Alors notre modèle... En France, on a l'idée que pour traiter toutes les religions de la même manière, l'État n'en reconnaît aucune, n'en privilégie aucune. C'est ça notre objectif, c'est de traiter tout le monde de la même manière. Aux États-Unis, en Angleterre, on a le même objectif, traiter toutes les personnes de la même manière, qu'elles soient religieuses ou pas, croyantes ou pas, quelle que soit leur religion. Mais pour ce faire, on va laisser une expression de la religion qui est plus grande. Alors, le modèle... Qui est beaucoup plus visible dans l'espace public. Et qui est beaucoup plus visible dans l'espace public. Le modèle dit communautariste aussi. Enfin, on reconnaît aux gens, et on favorise d'ailleurs cette réunion entre eux. Ça se vérifie d'ailleurs dans la topographie des villes, et même de certains États aux États-Unis qui sont très marqués par telle ou telle religion. Oui, alors... Le régime pluraliste, du fait que chacun exprime plus librement sa religion et que la séparation est moins exigeante qu'en France, je crois, à mon avis, qu'on observe plus de phénomènes de communautarisme, que les gens se mélangent mieux, et je ne suis pas certaine, si on prend l'exemple de l'Angleterre ou des États-Unis, que leur modèle ou l'expression est plus libre, au fond, entraîne moins de discrimination. Je crois que ça se discute, et je crois que notre modèle, finalement, il est pas malgré mal. ses exigences, a un certain nombre de vertus. La laïcité est-elle contre les religions? Allez, spoiler alerte, la réponse de Nathalie Wolf est que non. Elle explique qu'en termes juridiques, mais aussi historiques, on a fait l'histoire. On va parler dans quelques instants du blasphème, je vous l'ai promis, parce qu'évidemment, c'est sur ce mot que beaucoup de choses se cristallisent.
mais pour l'instant, l'anti-sèche. Et en ce mois de décembre, en fin de semaine, on se fait des petites anti-sèches. Zapping. Le meilleur de la quotidienne de la semaine précédente, c'est le Zap de la quotidienne. La mission du musée de l'histoire de l'immigration, c'est d'être le musée d'une histoire commune, en réalité, de l'histoire de France dans l'ensemble de ses composantes. Vous parlez des descendants d'immigrés. Aujourd'hui, c'est un Français sur 3 en France. Un Français sur 3 est soit immigré, soit enfant ou petit-enfant d'immigrés. Donc en réalité, on n'est pas dans les marges de la société, mais on est vraiment au cœur de ce qui constitue notre identité. Et le projet du musée, c'est d'essayer de retrouver une fierté de ce que nous sommes. Il y a aussi la question du rapport au père, sans faire de psychanalyse de base, du rapport à l'autorité aussi, et à l'absence du père. Et ça revient. Alors, il y a une scène assez bouleversante, moi, je trouve, avec le jeune Kamel, mais pas uniquement. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des enfants. C'est quand je dis qu'ils sont parfois fragilisés économiquement, socialement, mais aussi familialement, c'est que selon la situation économique, le papa, il va aller travailler dans un autre pays pendant de longs mois, de façon à débloquer la situation. Parfois, il y a des situations qui ne se recollent pas. Parfois, il y a des mamans qui sont restées au pays. Parfois, c'est des papas. Mais quand même, l'absence de papa, c'est une vraie question. Parce qu'elle est souvent notée comme un manque pour les enfants. Nous, ce qui nous intéressait, c'était pas de faire une histoire de la philosophie féministe, même si parmi les philosophes, Simone de Beauvoir, certaines sont féministes. C'était vraiment montrer que notre histoire de la philosophie, ce qu'on appelle l'histoire de la philosophie, est fausse. Que l'histoire de la philosophie, elle est à la fois pas assez historique, parce qu'il manque les femmes philosophes. Et puis elle est hémiplégique. Et puis elle n'est pas suffisamment philosophique, parce qu'il manque tous les concepts que ces femmes philosophes ont apportés à la philosophie. Mais pour moi, c'était important de faire ce documentaire pour vraiment mettre en avant le fait qu'il n'y a pas une seule manière de faire son deuil. Et surtout, quand on est enfant, on n'est pas encore... on ne conscientise pas forcément les choses, on n'arrive pas trop à comprendre ce qui nous arrive, on n'arrive pas forcément à verbaliser. Et pour moi, c'était absolument essentiel de montrer qu'il y avait plusieurs réalités. Donc effectivement, dans le documentaire, on le voit très bien, on l'entend très très bien. Il y a des personnes qui vont rigoler après la mort, après cette annonce qui est assez exceptionnelle et inédite. Il y en a qui vont s'effondrer, être dans un silence profond. Il y en a qui vont être dans une indifférence totale. Donc c'était important d'avoir une psychologue, donc Marie-Frédérique Baquet, dans ce documentaire, pour qu'elle vienne en fait répondre à ces interrogations-là et surtout rassurer un petit peu les adultes pour leur dire il n'y a pas une seule manière de vivre son deuil en fait. L'enfant, il n'est pas dans la même temporalité quelquefois, et je pourrais même dire souvent, l'enfant, il n'a pas compris l'état de mal-être du couple. Et même la séparation s'annonce dans la tête des uns et des autres, même entre partenaires, quelquefois on est surpris. Mais pour l'enfant, c'est encore plus la surprise, quand bien même il a pu voir ses parents se disputer, être en conflit, être en tension. C'est pas tout à fait la même pour les adolescents, qui quelquefois voudraient, dans des cas de famille très conflictuelles, de couples très conflictuels, que les parents se séparent et tout ça. Pour autant, quand la chose arrive, c'est pas facile pour eux non plus. C'est difficile d'être insouciante et de faire partie des expérimentations collectives quand on a quelque chose à protéger. Et donc en réalité, je me suis quand même coupée d'un certain nombre d'expériences à cause de ça. Pour pas être tentée d'eux, pour pas... Oui, pour pas mettre en danger, ouais. Pour... à un moment donné, quand on a des grandes amitiés, il faut quand même partager à peu près tout. Or, si on peut pas partager sa famille, en tout cas, c'est pas évident. Juste le nom de sa famille, c'est pas évident. Et puis après, même amitié, je vous coupe, pardon, amitié ou amour, parce que vous racontez aussi que votre premier grand amour, vous dites rien, et sacrée trouille au moment de... Bien sûr, mais d'ailleurs, je pense et vous le faites de manière un peu brutale. Je pense que c'est quand j'étais sûre quand même que j'ai fait cette présentation officielle, mais en réalité, il y a quand même pas mal d'histoires avortées à cause de ça aussi. Constance Rivière, Hélène Milano, Laurence Hansen-Love, Laurence de Villers, Camélia Kérédine, Yvidor, Mazarin Pinjot, c'était dans la quotidienne la semaine dernière. Vous retrouvez évidemment l'intégralité de ces émissions sur notre site internet. La laïcité est-elle contre les religions? Ça vient de sortir. C'est sorti juste avant l'été. C'est dans la collection Alt et c'est signé Nathalie Vols. C'est en plein dans l'actualité. J'allais dire malheureusement tous les jours depuis une bonne vingtaine d'années.
Nathalie Wolf, un grand malentendu en France, c'est le malentendu qu'on a aussi, alors je dis malentendu pour être poli, mais bon bref, c'est autour du mot et de la notion de blasphème. Il est au cœur de l'affaire dite des caricatures de Mahomet qui avait abouti notamment aux assassinats et aux attentats de Charlie Hebdo. Il est au cœur aussi de l'assassinat de Samuel Paty. Définissons ce terme de blasphème parce qu'il y a une définition juridique. Alors c'est un outrage à la divinité, à tout ce qui relève du sacré, mais justement il n'y a pas de définition juridique parce que c'est sorti du droit. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous aviez cité tout à l'heure la Révolution française, 1791, il y a le premier code pénal. Et qu'est-ce qui se passe d'extraordinaire? C'est que le blasphème ne figure plus dans le code pénal. Avant, c'était un délit, donc on pouvait décapiter les gens. Là, c'était l'État qui le faisait, pas comme dans l'affaire Samuel Paty. Les tuer ou les condamner à des peines de prison parce qu'ils avaient blasphémé. Ce qui est dans la loi, en fait, parce que, pardon, je vous ai mal cité, c'est qu'en fait, on a le droit de s'attaquer à une religion, mais on ne peut pas s'attaquer aux personnes en raison de leur religion. Voilà. Et ça, c'est dans la loi. Et ça, mais c'est pas le blasphème, ça. Exactement. Donc le blasphème, c'est plus dans le droit. C'est pas un sujet de droit. Ça, on peut, en effet, un croyant peut être blessé parce que le représentant de sa religion a été blasphémé, offensé, mais ça n'est plus une question de droit. En revanche, et c'est ça qui est vraiment très important, la différence, il faut la faire avec la critique. Donc la critique de la religion est possible, et de toutes les religions, c'est ce que dit d'ailleurs Richard Malka dans le procès des caricatures. Un des avocats de Charlie Hebdo, qui était l'avocat de Charlie Hebdo d'ailleurs. Exactement, donc on peut rire de toutes les religions sans exception. D'ailleurs, si on n'avait pas le droit de rire d'une religion, est-ce que ce ne serait pas discriminatoire? Donc le blasphème, c'est possible, on peut se moquer, rire de la religion et de toutes les religions, c'est ça la République. En revanche, la République, c'est aussi lutter contre toutes les formes de discours de haine. C'est-à-dire qu'on lutte contre le discours raciste, le discours antisémite, le discours homophobe, le discours de haine qui est fondé sur l'orientation sexuelle, sur le handicap. Et ça, c'est interdit par la loi. Et d'ailleurs, c'est pour ça, par exemple, que M. Mbala Dieudonné a été sanctionné par la Cour européenne des droits de l'homme lorsqu'il a fait monter sur scène un négationniste au Zénith, qui était Forisson. Et donc, on est ici dans de l'antisémitisme clair. C'est pour ça qu'Éric Zemmour est condamné lui aussi par la Cour de cassation là, récemment et par la Cour européenne des droits de l'homme parce qu'il dit que tous les musulmans sont responsables des viols et même des attentats. Donc, vous voyez, la différence, elle est là. On peut rire de toutes les religions, on peut rire de faire des caricatures, mais on ne peut pas s'en prendre aux personnes, aux groupes de personnes en raison de leur appartenance religieuse, ethnique, etc. Et ça, c'est compliqué à expliquer, et vous le constatez avec vos étudiantes et vos étudiants, mais avouez quand même que la nuance est extrêmement ténue, parce qu'on peut aussi considérer qu'attaquer la religion, ça peut induire, sans qu'il soit besoin de le dire, attaquer les personnes. Et d'ailleurs, vous citiez Éric Zemmour, il s'en était fait une spécialité dans ses meetings, pour désigner, et notamment pour désigner les musulmans, avec une phrase que j'ai un peu oubliée, mais qui était, en gros, qui nous savons, qu'il n'y a pas de... Alors, en réalité, je crois que c'est pas si difficile que ça de faire la part des choses et que quand on est de bonne foi, la mauvaise foi au sens de Sartre. En réalité, on sait très bien quand on est dans l'humour et quand on l'est pas. On savait par exemple que l'humoriste Coluche, qui luttait par ailleurs contre le racisme, pouvait se moquer de plein de gens. Voilà, sans problème. Mais on savait que c'était de l'humour parce que lui-même luttait contre le racisme. Et donc en réalité, je crois que la frontière, elle est assez claire. Et de toute façon, ce qui compte, c'est quoi? C'est que les juges sont là. Les juges en France sont des juges libéraux et ils sont là. Ils sont saisis pour trancher. Ils font très bien la distinction et le départ entre ce qui relève du blasphème, qui est possible, et ce qui relève du racisme, qui est un délit puni par la loi. Mais est-ce que ce qui complique pas un peu les choses aussi, c'est que la bataille se joue, et vous la décrivez, à front renversé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la droite et surtout l'extrême droite se font les héros de la laïcité, alors que historiquement, c'était plutôt un combat qui était porté par la gauche. Tout le monde est un peu paumé là-dedans. Voilà, c'est ça. Et je pense aussi que c'est pour cette raison que nos jeunes sont perdus, parfois les moins jeunes. On est dans une période difficile parce qu'on a d'un côté une laïcité qui est attaquée, et d'abord qui est attaquée de plein fouet essentiellement par les islamistes. Donc ça, c'est la première chose, et on le voit, ça a commencé à l'école et ça n'a cessé de s'aggraver au fur et à mesure des décennies. Et alors, ces attaques ont suscité un certain nombre de conséquences. Il y a donc les ennemis de la République, et puis il y a ceux qui les soutiennent. Et ceux qui les soutiennent s'attaquent aux personnes qui défendent la laïcité, et qui, à chaque fois qu'elles défendent la laïcité, sont traitées de racistes. Donc, vous voyez, déjà, là, on a une première prise d'otage. Et on a, sur l'autre bord de l'échiquier que vous veniez de citer, à l'extrême droite, des personnes, un parti politique qui s'est engouffré aussi dans la brèche. Et ça, c'est vraiment odieux
lieu et qui se sert de la laïcité à des fins contraires à son esprit. Donc on se retrouve pris en otage, au fond, entre deux dangers. Qui ne sont pas évidents à gérer. Je pense que c'est compliqué. Vous avez raison de le souligner absolument pour tout le monde et notamment pour les jeunes. Je veux bien qu'on termine avec une dernière date parce qu'elle est importante. Elle renvoie directement à l'école pour le coup. C'est 2003, c'est la loi sur les signes dits ostensibles. Et alors ça, ce mot d'ostensible, il a pu là aussi être extrêmement mal vécu parce que, en gros, dans la vraie vie, ça désignait le voile islamique. Il n'y avait pas beaucoup de sikhs ou d'assyro-chaldéens avec leur grande croix qui se sont sentis menacés par ça, en dehors de 3 communiqués de presse, mais bref. Donc là encore, on a eu l'impression qu'il y en avait toujours contre les mêmes. Oui, c'est vrai, il peut y avoir, bien sûr, cette impression, et c'est pour ça que c'est extrêmement important quand il y a du racisme, vraiment important, et il y en a, et des injustices, de se battre et de lutter contre avec la même vigueur, au fond. Et avec une vigueur importante. Après, la laïcité n'est pas en cause, n'est pas la cause de ces injustices. Et à l'école, en effet, c'est un lieu qui est un lieu très très important. C'est un lieu sanctuaire. C'est un lieu de neutralité, c'est fondamental. Comment ? Et c'est un lieu de neutralité. Et c'est un lieu de neutralité fondamental. Et donc, c'est sur ce terrain qu'on a attaqué au premier abord la laïcité. Et donc, c'est à l'école qu'on a interdit le port de signes ostentatoires, évidemment. Là aussi, même chose. Le juge fait très bien le départ entre ce qui relève de ce qui peut être... de la liberté de croyance. De la liberté de croyance et ce qui ne l'est plus. Et le port de l'abaya, par exemple, à l'école, a été considéré comme étant... Vous décrivez très bien d'ailleurs comment ça s'est passé. Il faut que vous le lisiez, en fait, ce module. En plus, honnêtement, allez-y, parce que c'est pas super long. Vous avez fait un grand effort de concision. Il y a un dernier point, on ne va pas pouvoir le développer, mais je tiens à le souligner parce que vous terminez là-dessus. C'est que derrière l'opposition à la laïcité, vous soulignez qu'il y a une obsession du corps féminin et la tentative de continuer à le dominer de la part des religions. Et ça, c'est très important. C'est quand même vous concluez là-dessus. Si vous avez en 10 secondes, je vous... Oui, c'est toujours le corps des femmes, finalement. Voilà. Cette histoire, parce que vous citiez la question du voile ou de l'abaya à l'école. Ouais. Bon, peut-être que si les hommes le portaient aussi, l'abaya, il y a le film, vous savez, de Riyad Satouf, Jackie au milieu des filles, quelque chose comme ça, au royaume des filles, où là c'est l'inverse, c'est les hommes qui le portent et puis les femmes deviennent dictatoriales. Donc c'est pas tellement mieux non plus. C'est pas mieux non plus. Mais bon, et là, en l'occurrence, dans la vraie vie, toujours dans la vraie vie, au premier plan de ces restrictions de liberté. On le voit en Afghanistan, on le voit en Iran, on pense beaucoup à ces femmes. De le rappeler. Et c'est pour ça qu'il faut rappeler que la laïcité est également une amie, une protectrice des femmes. Merci beaucoup Nathalie Wolf, maîtresse de conférence à l'Université de Versailles Paris-Saclay. La laïcité est-elle contre les religions? C'est la collection Alt, je vous le montre. Petit fascicule absolument essentiel et extrêmement précieux. Restez avec nous, on va parler de Notre-Dame, ça vous convient? Absolument. On va en parler dans un esprit très très laïque parce qu'il y a bientôt la réouverture. Et c'est Célie Luton qui a sélectionné des livres dans la librairie. Célie, bonjour. Bonjour Emmanuel, bonjour. Vous ne pouviez pas dans la librairie aujourd'hui rater la réouverture de Notre-Dame. Il faut dire que les éditeurs l'ont pas raté. Il y a eu un petit filon, ils ont senti venir le truc. Énormément, il a fallu trier, fouiller. J'ai joué les archéologues, les spéléologues, mais j'en ai trouvé 3. Petit effet d'aubaine du côté des éditeurs. On commence avec une bande dessinée qui vous a beaucoup plu, dans laquelle on apprend plein de choses. Oui. Vous m'avez appris plein de choses en m'invitant à ouvrir cette BD d'ailleurs. Viollet-le-Duc, l'homme qui ressuscite à Notre-Dame, c'est chez Delcourt. Eh bien oui, une maison de référence. Une référence, bien sûr, l'homme qui ressuscita Notre-Dame. Notre-Dame a brûlé en 2019, nous le savons, mais en 1845, quelques années après la première publication du chef-d'œuvre de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, en 1832, c'est la catastrophe. Nous avons ouvert les yeux, on ne peut pas laisser Notre-Dame tomber en ruine. Mais l'art gothique, pas vraiment ce qui se fait. Mais non, c'est pas à la mode. Non, c'est trop de petits trucs pointus. Tout ça ne plaît pas. On veut des colonnes, on veut un art classique, académique. Et c'est Prosper Mérimée qui va entrer en contact avec un jeune dessinateur qui a un regard percutant, original justement sur l'art gothique. Et grâce à Viollet-le-Duc, nous allons pouvoir ressusciter Notre-Dame. Dessinateur et pas architecte d'ailleurs. Oui, mais moi je veux dire architecte quand même, parce qu'il y a quand même un œil... Il y a quand même des superbes dessins, je vous donne quelques C'est une très belle bande dessinée. C'est une belle BD, un peu crépusculaire quand même par moments, très sombre, mais il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. L'effet quand tout a cramé. Classique entre les bulles et le dessin est direct, vous n'avez jamais de cases de contexte quasiment, vous êtes plongé et c'est excellent. Moi, je le conseille dès le collège, fin collège, c'est très, très abordable et c'est
vraiment une bonne bande dessinée que Delcourt nous a offert. Scénario de Salva Rubio, illustration Eduardo Ocaña, coloriste Mazie. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et c'est une... À partir de quel âge? Fin collège. Fin collège, bah oui, vous l'avez dit en plus. Moi, il n'est pas concentré du tout, cet animateur. Qu'est-ce que c'est cette affaire? De Claude Elft, grande spécialiste aussi, Enquête à Notre-Dame, une super aventure de Nils et Zoé. Ah bah oui, Nils et Zoé. Chez Gallimard Jeunesse. Gallimard Jeunesse, oui, c'est du bon roman, documentaire historique. Alors on est au 21e siècle au départ, hein, on est sur nos tablettes, on fait des recherches au CDI, et Nils et Zoé vont être parachutés au Moyen-Âge. Là, nous sommes en 1832, il me semble, c'est ça? Je ne sais plus, parce qu'on dit 48 heures en 1431. Oui, bah voilà. Pendant la guerre de 100 ans. Peut-être qu'on est fin pareil, d'année et on dépasse d'une année, voilà. c'est pas grave. Et il faut sauver une jeune copine qui a un métier très particulier. Elle s'occupe d'une volière située dans le beffroi de Notre-Dame. Ces oiseaux appartiennent à quelqu'un de très très important pour la royauté française, Isabeau de Bavière. Et attention, je ne dis pas de bêtises, parce qu'à la fin, vous pouvez même tester vos connaissances sur le Moyen-Âge. Il y a le quiz du Moyen-Âge. La reine Isabeau de Bavière, elle avait fait installer quoi dans son palais d'ailleurs? Une piscine, des volières ou un jardin zen? Des volières, évidemment. Ah, on a bien suivi. C'est à partir de 10 ans et c'est chez Gallimard Jeunesse et une autre spécialiste du roman sur le Moyen-Âge et pour les enfants. Évelyne Brizou. La grande aventure Notre-Dame de Paris en 100 épisodes, c'est chez Bayard. C'est ça. Et les illustrations de Gillian de Roche sont sublimes. C'est le deuxième ouvrage qui est illustré chez cet éditeur. 100 épisodes de Notre-Dame de Paris. Mais non, en fait, bien avant sa création, bien avant le Moyen-Âge, avant l'invasion romaine, au temps des Gaulois, les druides avaient déjà à cet emplacement. C'est énorme. Oui, c'est un lieu qui n'a jamais été choisi au hasard, qui a grandi au fil du temps et des siècles. C'est très bien documenté, c'est une fresque historique. Et ce qui est la magie d'Evelyne Brizou-Pelen, le talent de cette écrivaine, c'est qu'elle va nous emmener avec une famille qui, au fil des générations, est liée à l'histoire de Notre-Dame. Extraordinaire. Et ça commence avec le bois, ça commence un arbre. C'est un arbre, en fait, qui va nous raconter l'histoire de Notre-Dame. On a quand même beaucoup parlé des poutres de Notre-Dame. Voilà, et on retrouve quelques jeunes qui travaillent à refaire. Incapable de quitter ce livre. Je sais qu'il paraît lourd, qu'il paraît plume, mais il ne faut jamais juger un livre à sa couverture. Mais oui, ça se lit tout seul. Hein. Il y a peut-être 100 chapitres, mais ils font 2-3 pages à chaque fois. C'est vrai. Oui. Puis à suivre, il y a des cliffhangers. À partir de quel âge? Alors à raconter, moi je pense que 7-8 ans. Si vous le racontez. On en lit une histoire, hop, ça nous fait 3 mois. Et après, à 9 ans, vous lisez en autonomie. C'est génial. Voilà. Mais il y a beaucoup de professeurs qui lisent la collection des 100 épisodes à leurs élèves. Et c'est formidable. Evelyne Brizou-Pelen, Gillian Laroche pour les illustrations. La grande aventure de Notre-Dame en 100 épisodes. C'est chez Bayard Édition. Claude Elft, Enquête à Notre-Dame. Super aventure de Nils et Zoé. C'est chez Gallimard Jeunesse à partir de 10 ans. Et Violet Le Duc, cette très belle bande dessinée. Merci beaucoup. Avec plaisir. Pour cette chronique, cette sélection. Mais oui, absolument. Merci aussi à vous, Nathalie Wolf. Ça donne aussi envie de lire votre livre, qui est un petit peu plus court que les 100 épisodes. Vous en ferez peut-être d'autres par la suite. Et merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantek et Dylan Colère à la préparation de l'émission, Aude Kini en régie aujourd'hui avec au son Xavier Sanchez et Héloïse Mérin, et à la réalisation Xavier Sanchez. On fait parfois des petites niches là-dessus, mais je sais qu'il fait quoi quand même dans cette émission et qu'il le fait formidablement. Merci encore. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux. La quotidienne vous a été présentée